Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et sémillant du comics. Et on a eu un commentaire hier qui râlait qu'on dit que du mal des séries dernièrement, puisqu'on s'est tapé trois trucs, enfin je crois Deceased où on n'en a pas dit vraiment du bien, Emerald Twilight où on n'a pas vraiment dit du bien. Mais moi Bloodshot je défends. Et Bloodshot ouais, bah, moi je défends. Et quelqu'un râlait en disant ah oui vous arrêtez pas de, enfin les séries deviennent nulles, qu'est-ce qui se passe? Bon là on va parler d'un truc bien. Vous a priori. Moi je te dois dire que j'ai défendu Bloodshot. T'as défendu Bloodshot? Ouais bah. Ah si, je dis si vous aimez les films RTL 9, celui-là il est pour vous. Je suis désolé, c'était très très beau parce que moi j'aime ça les films RTL 9. Voilà. Si tu veux. Encore une fois, nous sommes autour d'une table virtuelle puisque nous sommes en confinement. Je suis toujours avec Faye. Salut Faye. Salut James, salut les auditeurs, salut les personnes qui sont avec nous qui sont pas encore présentées. Et voilà, je dis bonjour à tout le monde. À côté de nous, il y a côté de nous sur la table virtuelle. Il y a Diane qui revient du Canada pour faire une émission avec nous. Rien que pour nous. Elle est revenue de Toronto. Je suis revenue juste pour ça, vraiment. ça coûte Diane cher à chaque fois, c'est pour l'avion. Merci. Et comme en cette période de confinement, on a des petits invités à chaque fois. Des petits, il est peut-être grand. Il est peut-être grand, je ne sais pas, je l'ai jamais vu en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Beaumasque avec nous, ça va Beaumasque? Salut, merci beaucoup de m'avoir invité. Et ben moi ça fait un long moment que j'avais envie de t'avoir dans l'émission, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais sur YouTube. C'est parce qu'il a un beau masque. Voilà, bravo. On n'a jamais dû lui faire ça. Non, je pense. Je sais très bien que je suis dans l'originalité, c'est ma marque de fabrique. Donc on va parler un peu de ce que tu fais sur YouTube après les petites news qui vont être très très rapides et pas trop, puisque on va parler du film Bloodshot que on a eu la chance de voir. Ouais. On va commencer. En fait, les news, j'ai pas grand chose comme ça fait 2-3 jours que, enfin 2-3 semaines plutôt que les news comics, elles sont pas très reluisantes. Le truc marrant, sympathique, que je trouve cool par rapport au film Bloodshot, c'est que Valiant a remis en ligne toute la web-série Ninjak versus The Valiant Universe. Et je pense que c'est même mieux que le film, spoiler sur mon avis, sur Bloodshot. Donc vous pouvez aller voir ça. Il y a toute la série en un seul tenant. C'est par les mecs qui font Bat in the Sun. Je sais pas si est-ce que vous connaissez Bat in the Sun autour de la table, et est-ce que vous avez vu Ninjak versus The Valiant Universe? J'ai pas vu. J'en ai entendu parler parce que celui qui jouait Ninjak était Deadshot dans l'univers Arrow. Mais sinon, ouais, hormis Chris de Comics Race qui en disait beaucoup de bien, aucune news là-dessus. Attends, tu me dis qu'il y a le mec qui fait Deadshot dans Arrow? Non, ouais, mais c'est bon, je vais regarder. Et Bat in the Sun, c'est ceux qui faisaient ils faisaient des espèces de combats virtuels. Ils prenaient deux personnages un peu random et ils les faisaient se battre avec des cosplayers. Oui, c'est il y a un Wolverine versus je sais plus qui était assez stylé. Enfin, leurs cosplays sont vraiment cool. Et c'est que des artistes martiaux, je crois, qui font ça. Et c'est assez sympa. C'est un peu cheapos, mais tu sens que c'est des gens qui font ça avec passion. Et déjà, il y a plus de passion dans Bloodshot, le film. Je vais arrêter de cracher sur l'ambulance. Bloodshot, le film, c'est un film de passion. La passion de Vin Diesel pour lui-même. Ouais, voilà. Et ça, c'est important. Il faut en parler, James. Je trouve très sévère. Donc, bon, voilà. Si vous voulez le voir, je vous le mettrai en lien sur le site. Vous pourrez aller lire, aller voir ça. Je crois qu'on a oublié de mettre en lien le documentaire sur. Si, non, je l'ai mis. Tu l'as mis. Je l'ai mis. Parce que moi, je l'avais oublié, c'est pour ça. Et ben oui, on va pas en reparler, mais voyez ce documentaire sur Batman Lives de Tim Burton. Superman Lives. Superman Lives. Tu vas y arriver, James. Superman Lives de Tim Burton, qui était vraiment très intéressant et qui donnait presque envie de voir le film. Mais moi, j'ai très envie de le voir. Et j'ai vu une news, mais je l'ai pas retenue. Mais il va y avoir un film sur le Justice League j'en parlais justement, de dire ça pourrait être cool. Un documentaire, tu veux dire? Un documentaire sur le Justice League de George Miller, qui s'appelle Mortal. Ouais, Justice League Mortal.
Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Ouais. Bah, je regarderai ça. Et il va y avoir un documentaire dessus, donc j'ai hâte de voir ça. Ça pourrait être très intéressant. J'adore George Miller et Même Babe, tu as aimé? non, moins. Mais j'aime bien Mad Max et J'aime beaucoup. et j'avais vu des visuels. Je sais pas si vous les avez vus ces visuels autour de son film. Il avait tout un casting, il avait bien avancé dans la prod et ça donnait plutôt envie. Ouais, il avait un casting assez étonnant en plus avec Il y pas avait des grands noms. Schwarzenegger. C'est pas dans ça qu'ils voulaient mettre Schwarzenegger? Je sais pas, non, je crois pas. Ah, c'était peut-être quand il bossait sur Watchmen qu'ils voulaient peut-être mettre Schwarzenegger. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Je sais pas, j'ai oublié le nom. Ouais, c'est vrai que c'était un casting assez. Il y avait beaucoup d'Australiens, non? Si je m'abuse. Je sais Sur- plus. Il y avait pas le mec justement qui joue dans Mad Max, là, qui fait l'aigle de la route là, qui fait le méchant dans le 4. Peut-être. Bah, il y a le, Je crois le que c'est un de méchant ses qui, acteurs fétiches. Ouais, c'est son acteur fétiche qui revient souvent. Il me semble qu'il devait être attends, dedans. je vais Peut-être essayer je de dis des retrouver bêtises, ça. mais il me semble. Tac. Et c'était Justice League, oui, Mortal tout simplement. Tac. Qu'est-ce que je retrouve? Et apparemment, il aurait choisi sa Furiosa pour le Mad Max Furiosa, et apparemment, ce Ouais. serait la petite qui est dans les Nouveaux Mutants, Oui, c'est ça, qui était dans The Witch. qui était dans The Witch, effectivement. Bah, c'est oublié un le peu nom la de cette petite actrice qui Ah. monte, c'est Anna. Anya Taylor. truc Joy. Ouais. Ouais, Anya Joy, voilà. Anna Taylor-Joy, ouais, voilà, c'est ça. C'est très bonne actrice. Oui, Ouais. oui, elle se débrouille bien. Bah, elle était Effectivement. très bien dans Split aussi. Ouais. Oui. Moi, j'ai hâte de le voir, ce New Mutant, finalement. Oui, bah, moi, ça me tombe bien. finalement, il me comme donne je disais, envie, ouais. La dernière bande-annonce me donnait envie. Hein. Ouais. Et comme disait Josh Boone, il peut pas faire pire que Dark Phoenix. Oui, il y a toujours pire. Sinon, dans les trucs que j'ai retenus, il y a un truc marrant. C'est Hasbro qui a mis une quinzaine d'épisodes de G.I. Joe Real American Hero Ah, trop bien. en accès gratuit. Si vous vous ennuyez, vous pouvez. Ah, voir ça. c'est sur quelle chaîne j'y vais? Sur leur chaîne Non, Hasbro c'est sur leur chaîne YouTube. Ah, ouais, j'ai La regardé chaîne ça. YouTube d'Hasbro. Je vais regarder ça. Donc voilà. je pourrais si chanter vous- le générique comme ça. Ah, mais c'est la version américaine du coup. C'est pas grave. C'est pas tous des copains, pas tous Mais des c'est héros. tous des copains et des héros d'abord. Ça restera toujours comme ça. Dis pas du mal de G.I. Joe, James. Moi j'aimais beaucoup la version de Robot Chicken. Ah, c'était Ils trop ont fait bien. des trucs très drôles Ouais. de ces G.I. Bah, Joe. regardez Robot Chicken. Alors, Robot Chicken, c'est Il me génial. semble que vous pouvez tous les voir sur Adult Swim, il me semble. Je sais peux pas s'ils sont s'abonner à la tous chaîne. dispo. Bah, il me semble qu'ils y sont. Hein. Sinon, vous pouvez en trouver sur YouTube. Ouais, il y en c'est a qu'il sur avait. YouTube. Moi je me souviens ils avaient refait le générique de Masque. Ouais, c'était trop Il bien. était trop bien. Avec, Bravo Seth Green, j'ai envie de dire. avec la fin où ils disent oui, Masque, ils savent pas pourquoi ils savent pas écrire Masque parce que ça s'écrit pas avec un K à la fin. Non, mais ce genre de truc marrant. Et puis dernière petite news. Bon, est-ce que c'est vrai? Je sais même pas s'il reste combien de temps avant qu'ils ferment le Ulule. C'est donc Comics Initiative qui a 37 jours, vous avez le temps encore. Qui a lancé un nouvel Ulule, un truc plutôt cool. C'est Scars de Warren Ellis et Jason Burrows. Jason Burrows, vous connaissez peut-être puisque c'est lui qui a fait Crossed. Je vous en parle dans le Reco Comics de cette semaine. Et Warren Ellis, c'est le monsieur derrière Planetary. C'est Warren Ellis, je crois. On a fait quoi de Cet voilà. été là, on a fait le truc. C'est pas lui qui a fait Spider. Le journaliste. Transmétropolitan. Ouais, c'est pas lui, non, je sais plus, je confonds. C'est Ennis ou c'est Ellis? Je sais plus. C'est- Non, je crois que c'est Ellis. C'est Si je dis Ellis, pas de hein. conneries. C'est Warren Ellis, Il me semble que c'est Ellis. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, Ellis. C'est pas style Garcenis, donc ça doit être Warren Ellis. Non, c'est pas Garcenis, mais je suis sûr que c'est. Il n'y a pas ces thématiques. Mm. Mais c'est deux auteurs. Mais pareil, je les pourtant, il y a confonds des tout le grosses temps. plages. Ouais, mais comme ils ont des noms qui se ressemblent, c'est pour ça que à chaque fois il y a toujours le moment d'hésitation. Mm. Ouais, il y en a un qui est irlandais, l'autre ne l'est pas. En tout cas, ça a l'air d'être un truc assez sympa autour de psychopathes. Donc moi je trouve que les productions de Comics Initiative souvent c'est des trucs super sympas. Je ne peux que vous conseiller d'aller les soutenir. Je vous mettrai le Ulule dans la description. T'as pas un petit pitch de l'histoire? J'ai backé, enfin j'ai participé, j'ai même pas lu le pitch. Au final. T'as vu Warren Ellis, c'est bon. Ouais, j'ai vu Warren Ellis, Jason Burrows, je me suis dit bon tiens pourquoi pas, c'est cool. J'achète. Donc on a beau être un flic endurci, l'horreur de votre job vous pousse toujours un peu plus au bord du précipice. Et puis le meurtre sordide d'un enfant. L'inspecteur John Kane mène l'enquête, mais ses méthodes habituelles ne suffisent plus.
doit-il s'absoudre de la morale? Doit-on espérer un chevalier pour abattre un ogre? Doit-on encore espérer un chevalier pour abattre un ogre? Un ogre. Voilà, ça a l'air d'être... Ah, c'est un rôle tout trouvé pour Vin Diesel, ça aussi. Hein. Allez, on va y proposer. Donc, Scars est une histoire complète de Warren Ellis et Jason Burrows, plongée dans une atmosphère suffocante. Suffocante, je sais plus. En plus, il est bourré, ça commence bien. Donc, plongé dans une atmosphère suffocante, putain, évoquant des films comme Seven, Prisoner ou encore la série True Detective, ce polar choc bénéficie. C'est bête, j'ai pas aimé, Seven Bob. Prisoner, c'était un peu long. J'ai pas aimé True Detective. C'est con. True Detective saison 1, c'était vachement cool. J'ai pas cru. Ce polar choc bénéficie d'une mise en scène ciselée, de cadrage cinématographique et d'une conclusion percutante. En ressortirez-vous indemne? Voilà, moi ça m'a donné envie. Donc voilà. Pourquoi pas? Ça se trouve, il va tuer le coupable. Et puis... Voilà, ce genre de choses. Vous aurez le lien dans la description si ça vous donne envie. C'est là que c'est ça, vous avez Et souvent, c'est des beaux objets ce que fait Comics Initiative. Donc rien que pour l'objet, c'est cool d'avoir ça dans sa bibliothèque. Mm-hmm. Est-ce que ça te parle, Beaumasque, toi, ce que fait Comics Initiative, ou pas du tout? Je regarde de loin, j'ai un peu honte, mais je ne suis pas tout à fait ce qui s'y fait. D'accord. Et Diane? Mais tout pareil pour moi. D'accord. Moi, nous avons deux honteux et quelqu'un qui... Moi, je pense que tu me le passeras quand tu l'auras lu. Ouais, voilà, sûrement. Peut-être qu'on en parlera dans l'émission. Mais on avait déjà parlé d'eux plusieurs fois. Et on avait reçu Michael. On avait reçu Michael Gérone dans une émission. Ouais, à chaque fois, il y a des projets toujours intéressants. Ouais. Le truc sur les femmes, notamment Women Comics, qui avait l'air intéressant. J'ai pas eu l'occasion de baquer, mais j'aurais eu très envie. Et puis je pense que c'est tout sur mes petites news. Ah bah c'était belle. Ouais. J'en ai peut-être une. Alors je sais pas si vous l'avez déjà traité. J'ai vu ça traîner un peu sur Twitter, mais est-ce que vous avez remarqué que pendant le confinement, les scénaristes Marvel et DC sont en train de teaser ou en train de pousser leurs éditeurs à faire un nouveau crossover Marvel versus DC? Ah mais tu m'en as parlé cet après-midi. Oui, j'en ai pas. Enfin, j'allais en parler, mais j'ai sélectionné la news et j'ai pas lu la news, donc je me suis dit je vais pas en parler parce que j'ai pas regardé. Mais oui, j'ai vu ça sur Twitter aussi. J'ai vu qu'il y avait Donny Cates, Tom Taylor qui en parlait. Ouais, Tom King, tout ça. Alors bon, c'est pas vraiment une news parce que c'est plus des scénaristes qui sont en train de s'amuser. Mais bon, on sait que c'est avec ce genre de délire que d'ici peut-être 1 ou 2 ans, on pourrait avoir à nouveau un crossover. Si ça se trouve, en plus, vu l'état actuel du marché, ça pourrait leur faire du bien. Ça pourrait être sympa pour relancer un peu le. En plus, il y a Donny Cates, il y a Tom King et tout. Moi, ça ouais, mais il y a même Scott Snyder apparemment. Ouais, mais Scott Snyder. Je regarde l'article là, il parle de Gail Simmons, Scott Snyder, Tom Taylor, du coup, Christophe Gage, Donny Cates, Mitch Gerard. Enfin, que des noms sympathiques. Ouais, du moment qu'il n'y a pas Bendis, tout va bien. Donc il n'y a pas Mark Millar aussi. Après Bendis il a fait des trucs bien, hein. Peut-être qu'un jour il reviendra, il refera des trucs bien. Oui, mais il a fait du bien il y a 20 ans, ça va. S'il refait du Ultimate Spider-Man aussi bien qu'au début, moi je dis oui. Mais ça fait 20 ans qu'on attend ça, au bout d'un moment faut laisser tomber. Il a abandonné lui-même. Il faut continuer à avoir l'espoir. Sinon on n'aurait même pas regardé Blue Shot en se disant bon. Mais moi je l'ai regardé parce que la bande-annonce me vendait du. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch? Ah tu voulais pas faire tes questions d'abord? Ah oui c'est vrai, j'avais dit les questions. Et Pan, tu suis pas ton propre sommaire. Oui c'est vrai. Bravo Faye, tu suis bien. Ouais, moi je suis toujours là. Du coup on va parler un peu de Beaumasque et puis après on parlera de Bloodshot. Alors la question un peu rituelle c'est Beaumasque, comment as-tu découvert les comics? Alors, forcément, un peu comme tout le monde, via la télévision avec les dessins animés, Batman, plus tard F3X, le choc des héros. Donc, j'ai un peu découvert par les... là, c'est la découverte un peu classique pour tout le monde. Et c'est, je pense... Alors...
Ouais, non, cette histoire, je vais pas vous la raconter tout de suite. je vais la garder pour plus tard parce que c'est un peu sombre. Le premier comics que j'ai lu, c'est un truc un peu sombre, j'en reparlerai peut-être un jour. Bon, bref, en tout cas, ouais, non, c'est un peu par hasard un de mes potes, entre autres, qui avait beaucoup de comics chez lui. Du Daredevil de Miller, du Batman Silence, les premiers Spider-Man, et bon, je me suis lancé là-dedans, et forcément j'ai kiffé. Et voilà, bah, putain, c'était un peu nul à chier comme résumé, désolé. Non, mais chacun ses origines, y a pas de problème. Est-ce que tu te souviens ta première claque comics, la première fois où vraiment tu t'es dit en fait c'est ce médium-là que j'aime et j'ai envie d'aller pousser plus profondément dans ce médium-là? Je pense que ça devrait être le Daredevil de Miller, parce que bon, les premiers comics que j'avais lus étaient quand même assez hard, parce que c'est sûr que quand tu commences avec, on va dire mes premiers comics c'était plutôt la jeunesse de Picsou, tout ça, tout ce qui se passait sur les Mickey. T'as la vision des Batman, Justice League et X-Men des dessins animés. Et quand t'arrives sur vraiment des comics style Daredevil de Miller, tu te dis, ah ouais, en fait, ça peut être pour adultes. T'as la découverte d'Electra, t'as le Caïd qui est vraiment en mode vénère, c'est vraiment le parrain de la pègre, c'est du super-héros, mais plus justicier urbain. Et voilà, Miller avait une façon de raconter et d'illustrer ses histoires qui m'avait assez chamboulé à l'époque. Et voilà, ensuite je pense que c'est peut-être Ultimate qui m'a montré aussi que ça pouvait être bien politique, bien plus sérieux et bien plus cru, notamment dans l'écriture de la relation du couple Ant-Man et la guêpe. Les petites provocations de Mark Millar, moi aussi j'ai connu ça. C'est ça. Et c'est quoi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler, du coup, de sortir ta caméra et d'en parler sur YouTube? J'ai toujours aimé tout ce qui était cinématographie. J'avais toujours rêvé d'avoir une caméra de toute façon pour pouvoir filmer des trucs de mon côté. Et quand j'ai enfin eu cette occasion, je me suis dit bah vas-y, on va faire un peu comme le joueur du grenier et compagnie. Et je dois avouer que j'étais aussi pas mal inspiré par ce que faisait le chef otaku à l'époque sur Menu Manga. Tout ce qui était disons que quand j'ai commencé, il y avait déjà quelques youtubeurs comics comme Chris de Comics Race, Retrophile et compagnie, mais bon, forcément, et encore aujourd'hui on n'est pas vraiment bien représenté dans le milieu, et j'avais envie un peu de tester, de parler de mes lectures, parce qu'il y a certains comics que j'avais lus que je voyais nulle part. Donc je me suis dit vas-y, on va se lancer. Il se trouve que j'avais acheté un masque quelques semaines plus tôt pour Halloween. Donc je me suis dit bah voilà, c'est parfait, on va mettre ce truc et basta. Mais bon, après c'est vrai que le début j'avais gardé ça un peu confidentiel parce que je venais d'apprendre le montage tout juste, et j'avais vraiment très très honte de mes vidéos. Je m'étais dit quand ce sera impec, je ferai vraiment de la pub, et bon, finalement c'est monté petit à petit du bouche à oreille. Ok. Au point où même ma famille n'est actuellement pas au courant que je fais des vidéos sur internet. Et du coup, après, si tu veux, je couperai, mais d'où est sorti le délire du masque? Pourquoi tu t'es dit, ouais, j'ai envie de me masquer et de cacher un peu mon identité IRL? D'un côté, je pense que c'est un peu un mélange de plein de trucs. C'est le fait que j'avais pas envie que mes proches et ma famille voient mes débuts sur YouTube. J'avais envie de garder ça un peu secret. Et il y avait cette idée, voilà, un super-héros, ça a une identité secrète. Je me suis dit, ce serait marrant de l'adapter en vidéo, de créer un personnage et de cacher ma réelle identité. Et bon, vu que j'avais ce masque, je me suis dit, bah voilà, c'est simple, je fais une sorte de masque à la Robin, et on verra plus tard le résultat. Du coup, c'est assez marrant quand certaines personnes, certains de mes proches, comprennent que c'est moi derrière la caméra. Quand je dévoile mon vrai visage à certaines personnes, ils ont toujours cette petite remarque qui est, ah bah finalement cette idée de masque ça fonctionne. C'est que quand tu vois Robin par exemple ou Dick Grayson, tu dis non, ça peut pas marcher dans la vraie vie.
j'ai eu la démonstration irréelle que oui, ça fonctionne réellement. Ok, genre tu te balades dans Comic-Con sans ton masque, il y a personne qui te reconnaît et tu peux te... Bah oui, par exemple des potes comme Chris ou même ma copine, la première fois que j'ai retiré mon masque devant elle, elle m'a pas reconnu de suite, quoi. Ouais, c'est marrant. Mais ouais. Oui, petite anecdote, j'ai rencontré ma copine à une convention, mais en tant que beau masque. Ok. Et plus tard, je lui ai dévoilé ma véritable identité. C'est mignon. Ok. C'est mignon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as une question, Faye? Non, elle a T'as jamais de posé question. les autres questions, savoir ses auteurs préférés. Ah non, je l'ai pas encore fait. Bah pourquoi? Alors c'est qui ton auteur préféré et ton dessinateur préféré? Je pose la question parce qu'il a oublié James. Ah, question compliquée, ça. Question Allez, pour James, compliquée. c'est Marc Millar. Ah non, pas Marc. C'est pas C'est Marc ça. Millar. Non, mais j'aimais bien Marc Millar au début. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Écoutez, en dessinateur préféré, peut-être Frank Quitelli. J'aime beaucoup son style. Il m'avait beaucoup marqué sur son passage sur le Batman de Morrison. Ouais. Après, en fait, ce qui m'énerve dans ce genre de questions, c'est qu'après, je vais réécouter le truc et je vais me dire, mais pourquoi t'as pas parlé de lui ou de lui? Non, j'aime bien Nico aussi. C'est ça, Nico, j'aime beaucoup aussi son style. Voilà, petite pub. Et qui d'autre en scénariste sinon? Morrison forcément parce que j'adore le duo Quitelli-Morrison. Et Donny Cates actuellement qui me fait bien du bien. Avec toutes ces séries qu'il fait chez Marvel et en indé. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il va nous faire de belles choses. Et s'il vous plaît, Marvel, si vous nous écoutez, mettez-le sur la série Spider-Man, parce qu'on a besoin de ça. C'est vrai Son qu'il Silver pourrait être pas Surfer, mal. il est vraiment cool. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ah, je suis sûr qu'il en a envie. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait ce monsieur. Ouais. Ok, bah c'est plutôt des bons choix. Ouais. Et puis dernière petite question, est-ce que tu avais Merci. un conseil comics pour quelqu'un qui voudrait débuter les comics? Alors, après tout dépend du personnage. J'ai envie de dire, moi Ultimate ça a toujours été la porte d'entrée idéale si tu veux commencer les comics, si t'as vu le MCU et compagnie. Alors ce sera peut-être un peu redondant parce que t'as un peu déjà vu ça dans les films Avengers, mais t'as ce côté un peu plus cru, un peu plus qui pousse un peu le délire un peu plus loin tout en restant très divertissant et en restant quand même en regardant l'univers Marvel comment le formuler sans que on reste avec un nombre de personnages très limité mais très symbolique. Ok. Et chez DC, j'ai lu, écoutez, peut-être que Kingdom Come, c'est pas une très bonne porte d'entrée. Non, tu sais quoi, je l'ai lu il y a quelques jours et grosse claque. Non, je vais changer d'idée. La jeunesse de Picsou. Ah oui, voilà. Très bonne idée. Si vous avez un gosse, vous lui donnez la jeunesse de Picsou excellent. et il sera très content. Il y a ce côté très enfantin et très adulte à la fois. C'est tu chiales devant la jeunesse de Picsou. Très bonne idée. Et du coup, Ultimate, mais tout l'univers ou juste Ultimate la série The Ultimate, la partie Avengers de Mark Millar. Parce que tout l'univers Ultimate, il y a beaucoup de pas bons dedans. Mais il y a beaucoup de très bons aussi. Hein. Je vais pas refaire de la pub pour Ultimate Spider-Man, mais lisez Ultimate Spider-Man. Oh là, quand c'est pas Batman, c'est Spider-Man. C'est mes deux chouchous, j'y peux rien. Donc voilà. Bon on va passer à Bloodshot. Ouais. Sa vie, son œuvre, et Vin Diesel. Ou comment c'est? J'allais dire. C'est Monsieur Garrison. Il joue. Vas-y, Faye, si tu fais un petit pitch. Oui, alors c'est Vin Diesel qui produit un film sur Vin Diesel. C'est vrai, il produit le film. Et en gros, c'est l'histoire de Monsieur Garrison. Le film commence, on voit qu'il revient d'une mission pour l'armée. Il retrouve sa femme. On a un moment très film de Van Damme, j'ai envie de dire, où il est avec sa femme, il profite du bon temps et tout. Et le lendemain, il se fait attraper
par des méchants, et il y a un gars qui arrive, il essaie de refaire un peu la scène de Reservoir Dogs en dansant pour torturer. Oui, c'est vrai. Et en gros, il veut lui faire dire un renseignement, et il dit je sais pas, et il tue sa femme. Et Vin Diesel s'énerve en disant oui, fais gaffe, je vais te retrouver, je vais te tuer. On est d'accord, c'est le mec qui faisait Doom dans Fantastic Four de Josh Trank. Je suis pas sûr. C'est lui. Moi, j'avais pas reconnu le pauvre. Ce mec est dans pas mal de bouse. Dès que t'entends qu'il est dans un film, c'est que ça généralement il va se cracher. Il était dans le film Warcraft. C'est vrai. Il était du coup dans les 4 Fantastiques, dans celui-là, et je sais plus quel autre film il jouait dedans. Si, on l'a vu il y a pas longtemps dans un film qu'on n'a pas aimé, et il était dedans, tu m'avais dit c'est le mec des 4 Fantastiques. Ouais, je sais pas. Mais Toby Kebbell. Ouais, le pauvre. Il fait n'importe quoi, ce mec. Attends, je regardais. Ouais. Bon, mais pendant que je finis mon résumé. Et donc, en gros, le méchant tue Vin Diesel. Et Vin Diesel se réveille et il apprend qu'en gros, on a donné son corps à une espèce d'institution qui a fait un projet sur lui. Il s'est servi de lui comme cobaye et lui a mis des nanomites, c'est ça, hein, James? Des nanites. Des nanites, je vais y arriver. Des nanites dans son corps, voilà. Et donc maintenant, il est indestructible, il peut faire plein de choses et tout. Et Monsieur Diesel, là, Monsieur Garrison, lui, il veut retrouver l'assassin de sa femme. Et donc ça commence comme ça. Il veut se venger, mais il va voir que c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Ça te va, James, comme pitch? Ouais. Par contre, Toby Kebbell, il a pas fait que des merdes. Hein. Il a fait quoi d'autre? Il était dans le Cheval de guerre de Steven Spielberg, que moi j'aime bien. Bon, après, il était dans La Colère des Titans aussi. Il a joué dans le dernier Ben-Hur. Il est dans quelques minutes après minuit, qui est assez pareil cool. Compliqué. Ouais. Hurricane. Il est dans Hurricane, d'accord. Il est dans Kong Skull Island aussi, j'avais complètement oublié. Ouais, et il est dans La Planète des Singes, j'ai lu qu'il fait Koba dans La Planète des Singes. Ah, il fait le... Ouais, ça va, il est bien. Ouais, il est bien dans la complète. Enfin, donc voilà. Il n'a pas fait que des merdes. Ouais, mais il a pas de chance. Oui, il a pas de chance. Et il était dans Black Mirror aussi. Ah oui, voilà où je l'avais vu. Oui, c'est vrai, c'est lui qui fait le mec qui revoit les trucs de sa femme. Oui, voilà. Ah oui, très bon épisode. Les lentilles. Ouais, voilà. Ouais. Excellent épisode celui-là d'ailleurs. Ouais, il est trop bien. On l'avait traité dans un Geek en série vacances. Ouais. C'est un de mes épisodes préférés, je crois. Ah ouais. Il est très bon, très bon. Surtout qu'ils reprennent souvent ce concept dans le reste de la série. Ouais. Il se répète beaucoup d'ailleurs, surtout dans les dernières saisons. Oui. C'était pas super. Et donc Bloodshot. Donc tu veux que je te parle un peu de Bloodshot? Ouais. Et je trouve que pour une fois la bande-annonce a pas menti. C'est un film d'action à l'ancienne, je trouve. Et en voyant le film, je me suis dit mais ça aurait été il y a 20 ans un super rôle pour Jean-Claude Van Damme. C'est tout à fait le style de film dans lequel il jouait. Tu prends le film qu'il a fait avec le basketteur, c'est un peu le même style d'histoire, genre sa femme, mon Dieu, où elle est, il faut que je la venge et compagnie. Enfin, c'est ce genre Dominique de truc Toretto Universal Soldier contre les méchants, quoi. Oui, après c'est très à la gloire de Vin Diesel, ça se sent comme tous les films, surtout que là il est producteur. Je pense qu'il a dû faire comme d'habitude, arriver et dire bon les gars, là on va rajouter une scène où je pose, parce qu'il y a beaucoup de scènes où il pose. Ouais, c'est Vin Diesel, voilà. Ouais, Oui. Sur Vin Diesel, je vous fais un petit conseil. Oui. Bon, même si je suis pas très fan de ce que fait Mathieu Kassovitz, je vous conseille fortement le making of de Babylon AD, où tu vois, tu vois Vin Diesel dans on voit Mathieu Kassovitz qui se décompose au fil de son tournage, et Vin Diesel qui le soir entre deux scènes réécrit ses scènes en disant ah non moi je veux pas faire comme ça. Ah non mais c'est Vin Diesel. Moi je fais comme ça. Mais ça sent parce qu'en fait ils reprennent quand même certains éléments du comics, mais ça sent que Vin Diesel il est venu et qu'il a dilué les trucs, et en fait au final on a un film qui fait penser à Universal Soldier mélangé avec d'autres films d'action qu'on a vu. Il y a plein de fois on a dit tiens ça j'ai vu tel film, je le reprends, je le mets dedans. Oui. Mais c'est la spécialité de Vin Diesel, parce que Fast and Furious par exemple c'est Vin Diesel qui avait repris Point Break, hein. C'est le même scénario, c'est la même chose, sauf que il y a des voitures au lieu des gens qui font du surf. Donc moi je m'attendais à voir ça. Si tu dis c'est un film d'action, c'est vraiment mieux que les Fast and Furious. Ah oui non mais Point Break voilà. Mais c'est un film d'action à l'ancienne qui a 20 ans de retard. C'est pas une super adaptation du comics. Après franchement dans les conditions dans lesquelles on est, je trouve que c'est pas con d'avoir sorti en VOD. Je pense qu'ils vont faire plus que s'il avait sorti au cinéma.
C'est pas le pire film de... C'est pas le pire film que j'ai vu. Moi, je me suis amusée en le regardant. C'est couillon, donc tu rigoles. Il y a des problèmes au niveau du scénario. Les persos ne sont pas logiques. C'est le perso joué par le mec de Outlander. On se demande pourquoi il le déteste d'emblée. Et il est méchant. Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est direct qu'il aime pas. Il aime pas, il y a aucune raison. Voilà, le perso de la fille, bon bah c'est la fille de tous les films de Vin Diesel, donc bah ça change pas. Non mais il y a des problèmes de scénario, il y a des trous. Il y a mince comment il s'appelle qui fait le méchant. Le pauvre Guy Pearce. Guy Pearce, voilà, bon bah il fait ce qu'il peut. Qui est là, on sait pas ce qu'il fait là. Il faut bien faire bouffer son gosse. Hein. Voilà. Comment il peut passer de LA Confidential à des trucs aussi? Ah Memento, il était bien Memento. Ouais. Non, bah il faut bien manger. Hein, qu'est-ce que je suis. Non, mais voilà, le film, la bande-annonce te mentait pas. Tu savais ce que t'allais voir. Après, si t'es amateur, bah voilà, de ce genre de film, ça détend. Bah je trouve que c'est très bien de le regarder. Moi, j'ai limite préféré ça à certains Marvel que ça passe bien un dimanche soir avec des potes. Voilà, moi j'aime c'est ça bien. Et c'est très vidéoclub. Moi c'est le genre de j'ai une culture très vidéoclub, j'aime bien de temps en temps, ça fait du bien et franchement, j'ai pris plaisir à le regarder et Vin Diesel, même si c'est un couillon, il me fait rire. Voilà, et c'est pas pire que Triple X ou le dernier chasseur de vampires. Triple X c'est pire parce qu'il est vraiment très ou le dernier chasseur de vampires avec... le chasseur de vampires, il était rigolo, en plus il y avait Elijah Wood dedans. Et c'était Vin Diesel qui chassait et d'abord c'était les sorcières qui chassaient. Il les chassait. De sorcières, ouais. Il avait vu Highlander, il avait vu un film avec des sorcières, il a dit je vais mixer le tout. Et voilà, et il a fait un film. Et ben c'était rigolo, je l'ai vu au cinéma, j'ai mangé une glace. J'ai passé un très bon moment. Voilà. Je crois que tu vas peut-être plus le défendre que nous, Bobasque. Bah ouais, malheureusement. Bon, déjà, je tiens à préciser que j'ai aucune haine contre Vin Diesel parce que j'ai vu quasiment aucun de ses films. J'ai essayé de mater les Chroniques de Riddick. Non, c'est pas les Chroniques. Pitch Black, Pitch Black. Pitch Black, ensuite les Pitch Black, il est vachement bien. C'est Pitch Black, après c'est les Chroniques de Riddick et en dernier c'est Riddick tout court où là il fait un mélange entre Alien mixé avec Conan le Barbare au début, c'est trop sympa. Mais Pitch Black, il est vraiment bien. Et Pitch Black, moi j'aime beaucoup. Mais les Chroniques de Riddick sont très très bien aussi, James. Pitch Black est mieux quand même. Oh. C'est pas là où il y a Karl Urban? Mais Karl Urban il est dans le dos, magnifique, il a urbanisé tout le film. Alors vas-y, on te laisse parler. Ouais. Écoutez, je crois que je n'avais vu que Pitch Black de lui, qui m'a profondément ennuyé et voilà. Tu as vu le Soda Ryan? Il faut sauver le Soda Ryan parce qu'il est dedans. Oui, c'est vrai. Mais oui, non, mais bon, on va spoiler le Soldat Ryan parce qu'il meurt quand même assez vite. Oui, mais il était dedans, tu vois, donc t'as vu 2 films avec lui, c'est déjà bien. C'est ça, il était dedans et il jouait bien son rôle dans celui-là. Mais j'ai pas vu les Fast and Furious, j'ai pas vu plein de films avec lui. Tu n'as pas vu Babysitter? Ah, le Babysitter, c'était génial, il me fait trop rire ce film. C'est vrai qu'il me tente un peu. Les Fast and Furious, c'est rigolo. Mais mate-toi, les Fast and Furious, ils sont sur Netflix, tu vas rigoler. J'ai envie de me les mater. Non, je crois qu'ils sont plus sur Netflix, c'est ça. Ils sont plus. Oh. Quel drame. Oh là là, mince. Il y a un 2 heures de perdu sur le premier Fast and Furious qui est rigolo aussi. Je conseille. Eh bien, je l'écouterai quand j'aurai maté Fast and Furious. Mais ouais, du coup, j'ai pas de haine particulière contre le monsieur vu que il m'indiffère un peu. Mais pour vous dire, en plus, je suis pas un grand fan de Bloodshot, comme je vous l'avais dit en off. J'ai lu que les 2 premiers tomes du run de Jeff Lemire, personnage que j'avais trouvé intéressant à la Wolverine, mais sans plus. Donc le film, j'avais l'intention d'aller le voir au ciné, mais pour le travail, on va dire, histoire de voir un peu ce que ça vaut. En plus, c'était censé être le début de l'univers Valiant, et c'est ça qui est un peu triste, c'est que du coup, c'est sympa qu'ils le sortent direct en VOD, mais on sait très bien que les gens vont principalement le pirater, et qu'il n'y aura jamais d'univers derrière. Bref. Alors je dois avouer que j'avais un peu la même réaction que vous durant les 10 premières minutes du film. Je crois que j'avais même tweeté, j'avais tweeté en disant j'aurais tué pour voir ce film au cinéma parce que ça a l'air d'être un énorme nanar. Et en fait, comme je m'attendais vraiment à une grosse bouse, ces 10 dernières minutes, à un moment du film, sont expliquées et je me suis dit mais en fait le film est un peu plus malin que je le pensais. Et en fait, de là, je me suis dit, ok, rien que pour ça, je peux pas te qualifier de nanar, je peux pas te qualifier de bouse. En termes de scène d'action, ça va, c'est pas dégueu. Il y a même une scène qui m'a beaucoup rappelé, et je pense que le réalisateur est un énorme fan de Spider-Man 2. Le combat entre Spider-Man et Octopus dans la banque, il y a un lien.
toutes ces scènes-là, je m'étais dit, ah, mais oui, ça fait plaisir. Pourquoi c'est pas Spider-Man qui est face à Bloodshot, là? Mais oui, le film a beaucoup de défauts. Le côté Vin Diesel qui traîne qu'avec des bombes à gros seins. Guy Pearce qui effectivement est là. Il est là pour recevoir son chèque, quoi. Il est pas menaçant. Il est pas sympathique. Il est juste là, quoi. Et même l'intrigue, l'intrigue ça va, j'avais beau connaître un peu le comics, j'ai été quand même surpris à 2-3 reprises. Donc c'est pas un grand film, c'est sûr, on s'y attendait tous, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est un navet, et je le recommanderais pas non plus. Je suis juste un peu triste pour l'univers Valiant qui peut-être avec ce film aurait pu faire un début compliqué, mais qui aurait pu être rattrapé avec un autre film, je sais pas, Quantum Woody ou quel autre personnage il y a dans l'univers Valiant, aidez-moi, je le connais très mal. Ou Harbinger, Harbinger ce serait trop bien. Voilà. Manowar, ouais, mais un Quantum Woody avec la chèvre, la chèvre qui tire des lasers. Ah mais je te jure, ils font ça, mais je donne tout mon pognon, rien que pour voir ça. Ouais, j'ai adoré cette chèvre. Oh là là. Mais faites une série télé, ça serait trop bien. Mais oui, j'ai balancé le pitch à ma copine, elle était directement en mode mais ça a l'air nul. Alors que non, c'est trop bien. Mais non, c'est une chèvre qui balance des... Mais c'est génial. Mais oui, deux frères qui se détestent, qui sont forcés d'élever une chèvre qui balance des lasers. Ils sont pourchassés par des nazis, mais tu peux faire plein de trucs avec. T'as la série de l'année avec. Je sais que c'est à Tarantino, mais... Ah mais je suis sûr qu'il s'éclaterait dessus. Hein. Mais oui. Faut lui envoyer, là, il s'emmerde chez lui, il fait des photos dans sa cuisine, dans son truc. Envoyez-lui un peu la version numérique. Vous dites ton prochain projet, et puis voilà. Hein, James. Ouais. Et du coup, Diane, t'en as pensé quoi, toi ? Bah voilà, moi ce que je disais, c'est un peu comme vous, genre le dimanche soir, voilà, il fait pas très beau, de toute façon on peut pas sortir parce qu'il y a le virus, et voilà quoi, on regarde ça tranquille quoi, mais c'est vrai que ça m'a pas transcendé de ouf. Après je l'ai pas regardé vraiment à 100%, enfin j'étais pas dedans tout le temps, parce que je l'ai regardé il y a 2 heures même pas, et du coup je sautais un petit peu les passages pour voir un peu comment ça allait, et peut-être que j'ai sauté des trucs, hein, mais ouais, globalement, c'est un truc ouais, pour se divertir un peu vite fait, quoi. Enfin, Steven Seagal, il aurait été bien aussi. Ah oui, parce que lui aussi, il aime bien tourner avec des filles pas très généreuses. Non, mais Steven Seagal, de quelle période ? Ah, la période... Oh, toutes les périodes. Sauf qu'il y aurait eu plus d'ombre. Pas trop de Bloodshot avec un gros col roulé. Mais il y aurait eu tout dans l'ombre, ça aurait été trop bien. Et son corset, là, Bloodshot qui peut pas. Non, mais en fait, le film, il a un côté super nostalgique de toutes ces époques-là de films d'action, en fait. Ouais. C'est ça qui m'a... Moi, ça m'a fait retomber en enfance, qu'est-ce que je te dis. Voilà. Ouais. Je peux pas lui en vouloir, c'est... Voilà. Il m'a fait retomber en enfance. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a vraiment pas du tout, il y a vraiment tellement peu de marqueurs de l'identité de Bloodshot, quoi. Il y a à peine le maquillage à la fin. Le rond rouge, il y a Vin Diesel qui sort de la fumée, ça c'est pas beau. Oh là là là. Et ouais. Il y a même pas, enfin moi je m'attendais à quand même un... Non mais c'est une mauvaise adaptation. 2-3 pouvoirs comment ils appellent ça dans l'univers Valiant, psionique ou je sais pas quoi là. Non, bah non. Ouais. Non mais c'est pas une bonne adaptation, c'est juste un film d'action old school on va dire, sans plus. Hein. Carrément. Ouais mais en même temps, imaginons qu'on fasse la même chose avec Iron Man, qu'on se plaigne que directement dans le premier Iron Man il n'y a pas de mutants, il n'y a pas... ainsi de suite. Oui, c'est sûr. Je comprends l'idée qu'ils ont voulu y aller mollo au début et pas balancer directement le look de Bloodshot, parce que c'est sûr qu'il se serait réveillé tout blanc avec des cheveux là où il est pas censé en avoir de base. Vin Diesel, je suis désolé mais ça se voit que il y a beaucoup de gros plans sur son crâne, je sais pas si le réalisateur voulait se foutre de lui, mais... Et je pense pas, parce qu'à mon avis Vin Diesel il les aurait pas laissé passer. Je pense qu'il est fier de son crâne. Dans son contrat il a je veux 5 gros plans sur mon crâne. Parce que le mec il a pas vraiment du goût. Mais je le vois trop avec la coiffure qui a l'espèce il a une coiffure bizarre un peu Bloodshot, il a une espèce de trait sur le tu côté, colles une perruque, c'est trop bizarre. Mais à la rigueur ça aurait été sympa, genre à la fin du film en mode super guerrier, genre maintenant c'est bon, je contrôle tous mes pouvoirs, allez hop je me transforme. Non mais ça leur coûte quoi de peindre un rond rouge sur un t-shirt
t-shirt. Peut-être que Vin Diesel, il avait pas envie parce qu'il aime pas le rouge. Qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que tu parles, Iron Man, dans le premier Iron Man, il y a quand même, t'as combien d'armures ? Il y a l'armure, la toute première armure d'Iron Man en look gris. T'as le look jaune et rouge. Enfin, ils y vont quand même dans le premier. Ouais, mais c'est des armures, donc c'est plus facile à accepter. Là, c'est vrai que sûr. Le mec, il se réveille tout blanc, tout. Enfin, t'imagines un mec qui lit pas les comics, qui aime pas trop les comics, il va se dire c'est quoi ce bordel, c'est un alien. Il va peut-être même pas reconnaître Vin Diesel. Je sais pas, j'essaye de le défendre un peu, je me fais l'avocat du diable, mais je pense que malheureusement Bloodshot c'était peut-être pas le plus simple pour bizarrement, parce que c'est vrai que sur le papier tu te dis c'est le plus simple à adapter pour ouvrir, enfin introduire l'univers Valiant, bah c'était peut-être pas le bon personnage de suite à balancer. Après ils auraient pu faire un truc tout simple, ils y mettaient un Marcel blanc avec un rond rouge. Voilà, comme ça faisait un petit il se prend un coup de fusil à pompe dans le torse et voilà, il y a du son qui reste ou je sais quoi. Je me demande même si dans le film il y a passé un moment, mais il y a juste son cœur qui devient rouge, on sait pas pourquoi. Juste, il devient rouge au niveau de la poitrine. Après, on voit qu'ils ont vu des choses. Il a vu Matrix, donc il a mis des simulations informatiques. Il a vu Star Wars. À un moment, il a fait une scène où c'est le bleu qui s'oppose au rouge, tu vois. Il a dit tiens, j'ai vu ça, je le mets dedans. Bon voilà, il a fait un petit best-of d'un peu tout, quoi. Mais il manque des éléments de Bloodshot. Alors que franchement, ils auraient adapté le comics qu'on a traité la semaine dernière, et ça aurait été magnifique. Je trouve il y avait plein de bonnes idées et tout, quoi. Ouais. Ce côté en fuite, même ils auraient pu commencer avec le côté en fuite un peu à la Hulk version Le Terrier, tu vois, ça aurait été sympa, quoi. Pourquoi pas. Oui, bon, après j'ai vu pire. Nous faire un dernier petit tour de table, à savoir à quel prix vous achèteriez le Blu-ray si vous le trouvez dans un cache converter. On va commencer par Faye. Moi je peux plus dans un flash converter. Moi des fois t'as les promos, t'as 3 Blu-ray, tu sais, pour le prix d'un, donc ça te revient à 15€ le Blu-ray. Ça va, c'est jouable. Du coup, Diane? Non, moi je pense que j'achèterais pas. Ouais. D'accord. Très. Bon, déjà, j'achète pas tellement de DVD ni de Blu-ray ni rien, donc c'est vrai que je suis assez limitée à ce niveau-là. Et une place de ciné, est-ce que tu paierais une place de ciné pour aller voir ça? Ouais, éventuellement, ouais. Ouais, ça peut être sympa. Ok. Et vos masques? Ah non, mais moi j'en veux pas. Hein. Je veux dire, je l'ai vu une fois, ça me suffit. Hein. Je pense que tu vois, je l'ai bien aimé. Je vais modérer mes propos, mais une fois ça me va. La deuxième fois, je vais me faire chier devant. Mais si tu l'avais vu au ciné, est-ce que à la sortie du ciné, tu te serais dit ah putain merde, je viens de claquer tant. Enfin, une place de ciné, ça coûte quoi? 15€ à peu près. C'est 12€, mais il a été fait spécialement pour l'IMAX. Donc tu serais allé voir en IMAX, t'aurais peut-être payé 16 ou 18€. Donc est-ce que tu t'aurais dit ah merde, je viens de claquer de l'argent pour rien, quoi? Bah, il se trouve que j'ai une carte UGC illimitée, donc cette question, je ne me la pose même pas. Et voilà, c'est pareil pour nous, la carte du Gaumont. C'est vrai que moi, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je le recommanderais même pas, je pense. Hein, mais vous êtes, ouvrez votre âme d'enfant un peu, replongez dans cette belle époque, que c'était les années 80, fin des années 80-90. Oui, et puis je suis d'accord avec Faye, le film aurait gagné à avoir Jean-Claude Van Damme. Même le Van Damme d'aujourd'hui. Mais oui, il est formidable, Jean-Claude. À la place de Guy Pearce. Mais moi, je le mets partout, Jean-Claude Van Damme, c'est le meilleur, de toute façon. Regardez la série de Van Damme sur Amazon Prime, je le dirai jamais assez. Elle est trop drôle. Il y a qu'une saison, c'est Jean-Claude Van Johnson. Oui, elle est excellente. Mais qu'est-ce que vous faites, Amazon? Donnez-lui une deuxième saison, là. Oh. Bon. Voilà, c'est un peu compliqué. Incroyable. Mais oui, il est excellent. Le meilleur grand écart du petit écran. Mais bien sûr. Regardez ta Est-ce qu'il y en a beaucoup face à lui? Je connais pas grand monde qui fait du grand écart. C'est pas grave. Du coup, on va passer à la review après cette petite interlude bloodshotesque. Donc, on va vous parler de Moi, ce que j'aime chez les monstres de Emile Ferris. Faye, est-ce que tu veux... C'est pas moi qui fais l'autrice. Oui, non, mais est-ce que tu veux y aller ou est-ce que tu l'as fait avec nous? Comme j'en ai marre de pleurer dans les podcasts, je vais vous laisser faire parce que
comme je suis très émotive, j'ai pas envie de casser l'ambiance. D'accord. Mais je dirais une phrase sur le titre. Est-ce que tu as apprécié ou pas? Je dirais que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a touché vraiment personnellement. Après, j'ai beaucoup apprécié les dessins. J'étais étonnée. J'avais peur de pas aimer les dessins, mais je les ai trouvés super cool. Il y a vraiment un beau travail sur les regards, les jeux de regard. Il y a un beau travail sur toute l'esthétique qui te rappelle vachement les monstres Universal, la Hammer. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a une histoire dedans où elle raconte le meurtre de sa voisine. Ouais. Et en fait, tout le truc, ça m'a fait énormément penser au bouquin Le Dalida Noir, Dahlia Noir, excuse-moi, écrit par James Ellroy, qui lui, en fait, c'était vachement parti dans cette histoire pour justement parce que ça ressemblait pour lui au meurtre de sa mère. Et en fait, le fait de devoir enquêter là-dessus, c'était un peu comme essayer de rendre justice à sa mère. Et du coup, j'ai trouvé que ce côté-là était plutôt intéressant et bien fait. D'accord. Voilà. J'en dirai pas plus. Bon, merci Faye. Oui, merci, je vous quitte là, je reviendrai plus tard. Bon courage. Tu peux couper ton micro si tu veux. Ouais. Et on se revoit dans quelques minutes. Du coup, c'est Diane qui avait proposé de s'occuper de l'autrice. Je te laisse la parole. Ok, alors du coup elle est née en 1962, donc aujourd'hui elle est âgée de 58 ans. C'est une autrice atypique, donc du coup Émile Ferris, je rappelle son nom. C'est une autrice atypique qui a acquis une plutôt chouette notoriété suite à l'apparition du tome 1 de Moi ce que j'aime c'est les monstres en 2017. Elle est née dans le South Side de Chicago, donc son héroïne principale a la même origine. Elle a globalement une vie très précaire tout le temps. Elle galère tout le temps. Enfin, c'est vraiment elle a une vie super compliquée. Vers 10 ans, elle a une scoliose qui la coince dans un corset. Elle va aussi commencer à faire travailler son imagination pour s'échapper de son corps, qui est une espèce de prison en fait. Elle dessine depuis toujours. Elle arrête l'école à 16 ans. Elle travaille en tant que serveuse, femme de ménage, et elle prend aussi toutes les commandes niveau illustration. Elle se décrit comme une illustration whore. Elle a une fille. Elle a une vie aussi, oui, mais elle a une fille et elle continue comme ça jusqu'au jour de ses 39 ans où elle se fait piquer par un moustique et elle contracte le virus du Nil occidental et ça la paralyse. Du coup, cette épreuve lui fait se rendre compte qu'elle a plus que jamais besoin de dessiner, qu'il n'y a que ça qui va la faire tenir et s'en sortir. Du coup, l'histoire de Karen va lui apparaître et elle va se scotcher un stylo bic à la main et se forcer à dessiner de nouveau. Petit à petit, son corps se remet et vers 40 ans, peut-être un peu plus tard, je ne sais plus exactement, elle s'inscrit à la fac pour être diplômée de l'Institut d'art à Chicago. C'est une femme assez fantasque qui s'inspire beaucoup de son entourage pour créer ses personnages et de ce qu'elle voit au niveau politique, social, etc. Elle lutte énormément contre toutes les formes de discrimination. Et aussi pour l'écriture de ce tome 1, elle est toujours en contact avec Art Spiegelman, ce qui est plutôt chouette. Et Art Spiegelman, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est celui qui a fait Mouse, qui est un comics mythique qui parle de son... Je crois que c'est son père, c'est la vie de son père qui a été dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est passionnant et ça prend aux tripes. Ouais. C'est un comics que je parle de Mouse que j'hésite beaucoup à traiter. J'aimerais vraiment inviter quelqu'un, un prof d'histoire pour du coup en parler et avoir quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle pour une fois pour changer. Donc un jour peut-être on en parlera. Ok. C'est un gros épisode. Ouais, effectivement, un truc très anxiogène, très sympathique. Donc t'as fait le tour de ce que tu voulais dire sur Émile Ferris ou t'as encore Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Voilà, son tome 2 il est en cours et elle a pas encore sorti. Attends, où est-ce que j'ai pas eu les bonnes infos, mais il me semble que le tome 2 est pas encore trop dans les... Mais je crois qu'elle a mis 7 ans à faire le premier. Donc ouais. Je sais qu'elle est en cours d'écriture du tome 1 et du tome 2 et qu'elle veut absolument pas que personne le lise. Genre même son éditeur, il a même pas un droit de regard dessus. Elle est très très secrète. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu dans le flou. Mais on a hâte que ça arrive.
Enfin, moi, en tout cas. De mon côté, j'avais vu à la fin de mon exemplaire qu'il l'annonçait à la fin de cette année, en septembre. Ah ouais. Peut-être que ça a été repoussé. Genre, je crois le 15 septembre 2020. Bon, après, elle peut nous faire une George R.R. Martin et le sortir d'ici 2 ans, mais quand tu vois le taf qu'elle a fait pour le tome 1, elle peut attendre quelques années. Carrément. Du coup, moi ce que j'aime c'est les monstres. De quoi qu'est-ce que ça nous parle sortie de cette phrase qui veut absolument rien dire. Donc ça parle de la vie de Karen, donc qui est une petite fille de elle a quoi, une dizaine d'années, peut-être 13 ans, un truc comme ça. Ouais, elle est en primaire, je crois. Elle est pas au collège? Ah, peut-être. Je crois qu'on la voit. Alors attends. Ouais, non, si, elle est. Enfin, c'est le début de sa vie, quoi. Dans le début de l'adolescence, quoi. Pré-ado, quoi. Donc, comme tu le disais, elle vit à Chicago dans Uptown, donc il y a une banlieue un peu défavorisée. Du coup, elle passe son temps à dessiner. Et en fait, c'est une espèce de ce qu'on lit, c'est des carnets intimes ses carnets intimes, un peu, c'est son journal en fait. Et elle se représente comme un loup-garou. Elle est à fond sur sur tout ce qui est comics d'horreur. Apparemment, elle lit beaucoup de Creepy, Tale of the Crypt, ce genre de choses. D'ailleurs, vous avez souvent entre chaque chapitre, il y a une petite image il y a une cover de comics comme ça. Ils sont très 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 bien dessinés. Elle vit avec sa mère, donc qui est un peu religieuse slash superstitieuse, parano, pour les trucs paranormaux un peu bizarres, très superstitieuse. Et son frère qui lui aussi est très 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 fan de dessin, qui arrête pas de dessiner et qui se tatoue aussi, qui a le corps tout tatoué, qui est fan d'art en général aussi. Exactement. Et en fait elle va il y a sa voisine, donc elle vit dans un sous-sol et du coup sa voisine du dessus va mourir. Et elle va voir que apparemment les flics disent que c'est un suicide, mais ils ne retrouvent pas le flingue avec lequel elle s'est tiré une balle, qu'apparemment elle se serait si j'ai bien compris elle se serait fait flinguer, elle se serait flinguée dans la cuisine et on l'a retrouvée sur le lit, donc c'est un peu bizarre. Et elle va décider d'enquêter un peu sur la mort de sa voisine, et en même temps on va avoir la vie de cette voisine qui s'appelle Anka, qui a vécu du coup elle aussi pendant la guerre. Et on va voir sa vie défiler. C'est vraiment un comics moi qui m'a bouleversé, et que j'ai trouvé vraiment très 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 cool. Ça aborde plein de thèmes vachement profonds. Ça parle de la guerre, du coup ça parle du coup de cette petite fille qui se voit comme un monstre pour des raisons un peu particulières, et on va je sais pas s'il faut le spoiler, mais on va le comprendre au fil du récit. Après ça parle de un peu de drogue, en plus de l'enfance à Uptown, donc dans un Chicago je pense que on est au début des années 70, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Puisqu'on voit les hippies et tout. 76, je crois, c'est pas en 1976. Je crois que c'est ça la date au début qu'elle dit. T'en as pensé quoi, toi, Diane, du coup? Moi, c'est un coup de cœur depuis même avant sa sortie. En fait, j'ai suivi la campagne de Monsieur Toussaint Louverture. Ils avaient fait une super campagne de com avec des extraits. Ils avaient créé une messagerie sur Facebook. On pouvait parler aux personnages. Enfin, c'était vraiment très chouette. Du coup, j'avais attendu ça avec impatience. Et j'avais eu du coup le service presse avec Cultura et avec le représentant. Et du coup, ça avait été une grosse claque, quoi. Je recommande vivement aux gens d'acheter le bouquin papier, parce que c'est juste une qualité assez exceptionnelle. C'est un pavé, par contre, donc faut pas le faire tomber sur ses pieds. Et non, franchement, c'est vraiment... moi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour tous les thèmes qui sont abordés, pour le dessin, pour les références à l'art, pour les références à des cultures un peu plus underground. C'est vraiment très très chouette. Mais il y a des... on peut le dire, il y a des moments où elle va au musée et elle se projette dans les toiles qu'elle voit au musée, et ces scènes elles sont géniales, quoi, elles sont folles. De voir les toiles qui sont refaites au stylo bic, c'est un truc de fou, quoi. De voir comment elle arrive à
à tout recréer. Des fois, elle dessine des choses super réalistes, des fois, c'est beaucoup plus cartoonesque. Enfin, c'est un sacré truc. Il y a des trucs de fou, il y a du Werner, il y a du Bacon. J'ai pas retenu le nom des artistes, mais vraiment des toiles super connues, super belles. C'est fou. Elle nous donne un vrai cours d'histoire de l'art et c'est l'un des points assez... Je m'attendais absolument pas à ça en commençant le bouquin, que il y ait autant de références à l'art, à la peinture, mais aussi comic books et plein d'autres styles différents. Même au tatouage du coup via le frère, et c'est un livre qui est bourré de thématiques, limite un peu trop pour moi. Parce que des fois, limite, j'avais l'impression qu'on perdait un peu le fil du récit. Mais du coup, ça apporte une ambiance, et faut se dire aussi que ça correspond à l'état d'esprit de cette jeune fille à cet âge-là. C'est que elle comprend un peu mieux le monde qui l'entoure. Elle a beaucoup de passion, elle en découvre des nouvelles. Donc, et pourtant, malgré tout ce qu'elle aborde, elle se permet des petites pauses de temps en temps où le personnage va souvent aller au musée pour s'instruire, pour dire « Ah, regardez-moi cette peinture, à quel point elle est grandiose ». Et elle te donne des petits... Attendez, pardon, j'ai coupé mon micro sans faire exprès. Elle te donne des petites astuces, des petites techniques pour améliorer tes dessins ou mieux comprendre l'architecture ou la façon qu'a eu un artiste pour faire sa toile. Donc ouais, très très bonne surprise de ce côté-là. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un truc qui est bourré, comme tu disais, de références, mais contrairement à d'autres récits qui sont super référencés, là ça te perd pas, parce que tout est amené d'une façon vachement ludique et vachement didactique. Elle t'explique toutes ces références et t'es jamais perdu, parce que en fait tu comprends de ce qu'elle te parle, elle va te l'expliquer et tout. Je pense par exemple à des trucs comme Fable ou comme Unwritten, donc qui est peut-être un peu plus donc ils sont des très très bons comics, hein. Je suis pas en train de dénigrer les comics, mais qui sont peut-être plus obscurs dans ces références et qui te les expliquent moins, qui te laissent découvrir un peu plus par toi-même. Là vraiment c'est vachement didactique, elle te dit à chaque fois qu'elle te présente elle te prend vraiment par la main. Quand elle te présente un tableau, elle t'explique ce qu'est le tableau et tout. Elle essaie de te dire oui, regarde, il a essayé de faire ça, nanani nanana. Enfin, c'est vachement cool. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Du coup, moi je suis d'accord. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai eu aucun problème avec le récit, sauf quelques fois, effectivement, où genre, comme le texte est imbriqué dans le dessin, des fois on va lire un bout de texte au lieu de celui-là, et donc on se rend compte que ah mince, c'était pas la bonne suite de telle phrase. Mais sinon, globalement, moi de toute façon, je suis conquise à 100%. Là-dessus, je plus sois aussi. C'est à plusieurs reprises, je savais plus où commencer la phrase et quand elle se terminait. Mais en même temps, ça arrive assez tôt dans le récit, et j'ai compris rapidement qu'en fait, elle a bien su reproduire l'esprit enfantin, on va dire, parce que pour moi, elle est pas encore tout à fait adolescente. Elle arrive justement à cette frontière, et c'est à ce moment-là où elle va te raconter, par exemple, la découverte du corps d'Anka, et d'un seul coup elle va partir sur oh là là, mais vraiment sur 2 lignes. Oh là là, j'ai rencontré mon ami l'écureuil il y a même pas 2 jours, et il est encore plus noir, et tu te dis mais attends, mais on est encore sur le meurtre ou on part sur autre chose? C'est ça, c'est le côté enfant avec toutes les pensées qui fusent dans tous les sens. C'est ça, c'est du coup là-dessus, je pensais que c'était un défaut, que c'était elle qui savait pas gérer le truc, et au bout de 5 pages, je me suis dit ah non, en fait, elle maîtrise totalement son sujet. C'est bordélique, mais c'est maîtrisé. Oui. Moi, il y a un truc qui m'a rendu ouf aussi, c'est à mon avis le travail de traduction que ça a dû demander, parce qu'il y a une multitude de polices, il y a des textes des fois qui sont vraiment sur le dessin. Et je sais pas comment ils se sont démerdés pour faire ça, mais ça a dû être un taf de folie, quoi. Bah, c'est pour ça qu'ils ont fait une com énorme. C'est parce qu'ils ont dit que au niveau du travail qu'ils ont mis dedans, ça leur a coûté super cher, ça leur a coûté du temps, de l'argent, de tout ce que tu veux, de la santé mentale. Et surtout que c'est une petite boîte d'édition, non Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, bah, ils font que des trucs un petit peu out of the box, en fait. C'est là, là c'est réussi, quoi.
En plus, prix d'Angoulême, ça leur fait une belle pub, là. Ouais, grave. Ils ont été fauves d'or, ouais. Et ils ont pas eu que ça. Enfin, le titre a eu je sais pas combien de Eisner. Je crois qu'elle a eu meilleur artiste, meilleure série. Enfin, elle a vraiment été. Elle est bordée de récompenses de partout et c'est mérité. Enfin, moi, je me suis jamais autant dit, le Eisner est mérité. Le fauve d'or est mérité. Vraiment, ça. C'est loin de ce qu'on, enfin, des un peu de l'image que j'avais du Fauve d'Or d'Angoulême, qui était des titres peut-être un peu plus psyché, enfin un peu plus underground et peut-être un peu moins accessible qu'on pourrait le croire, quoi. Vraiment, c'est un titre génial. Ça m'a. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve qu'il y a tellement de thématiques et tellement de trucs. Il y a même des parties du récit qui mériteraient d'être un livre à lui seul, quoi. Toute l'histoire de Anka, notamment, ça mériterait d'être tout seul, d'avoir son propre truc, mais peut-être un peu plus développé. Totalement. Et je comprends pourquoi Art Spiegelman a sauté là-dessus, parce que c'est vrai que la partie sur Anka et parle de certains sujets en plus concernant je sais pas si on doit aborder est-ce que tu as abordé le fait que ça passait durant la guerre, son passé, est-ce qu'on aborde d'accord, ok, bon, voilà, ça aborde la Shoah, mais ça aborde aussi certaines parties de la Shoah, comme elle le dit elle-même, qui sont encore aujourd'hui assez tabous. Et je comprends pourquoi lui a sauté dessus, parce qu'en plus c'est un point de vue féminin sur toute cette période, là où Maus c'est surtout l'histoire d'un père et la relation du père et du fils, et dans mes souvenirs il n'y a pas trop de point de vue féminin dans Maus. Non. Ouais, donc et bon, à voir aussi si elle le retraitera dans la partie 2. Mais j'espère, parce que le meurtre de, on est d'accord que c'est pas moi qui ai pas compris, mais le meurtre est pas résolu à la fin du tome 1. Encore. Non. Elle ouvre plein de pistes, mais tu sais pas laquelle faut suivre. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement intéressant, la façon dont elle te mène vers plein de fausses pistes, et tu cherches. Enfin, moi, j'ai vraiment cherché quand je lis un truc thriller, j'aime bien trouver. Et vraiment, il y a même des moments où je relisais de certains passages en disant, est-ce qu'elle est en train de donner un indice là, ou c'est des conneries, et vraiment, c'est je sais. Je suis à la fin du truc, en fermant, je me dis mais merde, je sais même pas, j'ai même pas de suspect en tête, tellement je me dis que tout le monde peut être pourrait être potentiellement le meurtrier, quoi. Non, carrément. Non, c'est très cool. Par contre, je voulais rajouter juste, en librairie, c'est dur à vendre, c'est horrible. Parce que les gens ont super peur quand ils ouvrent les pages, ils feuillettent et ils voient le gros bazar que c'est de toute l'écriture au milieu, les dessins au stylo bic qui changent de style et tout, et ça leur fait très très peur. Et du coup, moi j'ai souvent galéré à le vendre. Le seul truc qui marchait, c'était par rapport aux clients, c'est quand je leur disais, c'est une autrice, elle a été paralysée, elle s'est scotchée le stylo à la main et elle a dessiné ça. Et là, ça marchait parce que du coup, il y avait le côté un peu sensationnel, un peu, oh mon Dieu, quelqu'un qui arrive à sortir un énorme pavé comme ça, en se scotchant un stylo à la main, c'est fou. Et c'était le seul moyen que j'avais d'arriver à leur vendre, parce que quand je leur ai parlé de l'histoire, de suite ils disaient oula, mais ça a l'air compliqué, ça a l'air trop sérieux, ou voilà, c'est vrai que moi je me suis retrouvée un petit peu coincée entre j'adore ce comics, il est vraiment exceptionnel et tout, et comment je le vends, voilà, c'est tout. C'était juste au niveau du public, je pense que c'est compliqué. Je vois même Cédric qui fait partie de l'équipe, enfin merde, il est à Cultura, il l'avait feuilleté et il m'a dit mais non, je lirai jamais ça a l'air trop ça a l'air beaucoup trop perché, underground pour moi, quoi, beaucoup trop perché, et en fait je suis sûr que s'il le lisait, il l'aurait pas, enfin il l'adorait, quoi. C'est ça, il faut se faire un peu faut se lancer dedans, en fait. C'est ça, et se dire ok, ça fait peur, mais on peut se tenter le truc, et en fait à la fin, en général, tous les gens qui l'ont lu autour de moi ont tous été assez bluffés, quoi.
Toi, Bomas, tu m'avais dit que t'en avais entendu parler. Est-ce que t'avais eu envie de le lire ou c'était juste t'en avais entendu parler Et ben du coup, moi c'est la campagne de Monsieur Toussaint Louverture qui est apparue dans mon fil Facebook parce que bah du coup comme je suis dans le milieu du livre, bah forcément. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Et du coup, ben c'est grâce à leur campagne que ça m'a donné envie de le lire. Donc bah, j'ai eu la chance d'accrocher à leur campagne de pub. Mais ouais, voilà. Je demandais à Bomas en fait, mais c'est pas grave. Non mais vas-y, ça, tu tombes bien parce que j'étais en train de boire de l'eau, donc tu m'as servi de diversion. C'est important de s'hydrater. Exactement, surtout en cette période. Bah écoute, moi de mon côté, j'ai pas le souvenir de cette campagne, mais j'avais entendu pas mal de podcasts en parler, notamment l'équipe de Super Ciné Battle, s'ils nous entendent. Mais ouais, j'en avais entendu parler. Après, c'est vrai que le bouquin est assez épais. J'attendais le bon moment pour le lire parce qu'il me restait pas mal de lectures en cours. J'ai une grosse pile à lire en ce moment. Et bah écoutez, là c'était le bon moment pour le découvrir. Mais j'avais effectivement envie de le lire avec quand même cette peur que ça ne m'intéresse pas forcément. Je l'avais un peu feuilleté, je m'étais effectivement, comme tu disais, c'est vrai que la partie stylobique, fouillis, tu te dis oh putain, je vais en avoir pour un moment pour tout déchiffrer, on dirait des hiéroglyphes, ça pas par moment. Et finalement bon, il gagne des Eisner Awards, il gagne le Fauve d'Angoulême. Je me suis dit, bon, à partir de là, va falloir que je me lance dedans. Et du coup, tu disais que t'avais un peu plus de retenue que nous au début, en off. C'est quoi qui t'a gêné du coup, à part le découpage peut-être un peu plus. Ouais, c'est ce côté un peu brouillon par moment où beaucoup de thématiques qui se mélangent, l'histoire qui peine à progresser par moment. Alors je dois avouer aussi que quand l'histoire d'Anka arrive dans le récit, j'en avais plus grand chose à faire de savoir qui était le meurtrier et ainsi de suite. J'avais plus envie de suivre sa vie, suivre son histoire, et je comprenais un peu plus où voulait aller le récit. Son meurtre était peut-être juste un prétexte pour aborder ce sujet-là. Mais ouais, après c'est vrai que ça aborde beaucoup de thématiques. Alors des thématiques qui sont à chaque fois très bien traitées, mais avec un peu de recul, et ça fait un peu bizarre de dire ça, sachant que je l'ai fini ce matin. Soyons honnêtes. C'est vrai que c'est beaucoup de thématiques. Alors le bouquin est gros aussi, il fait à peu près 400 pages. Mais ça s'enchaîne peut-être trop vite, à mon sens. Ouais. Après, c'est peut-être la façon dont tu le lis, parce que je pense que je conseillerais à des lecteurs de lire à la limite chapitre par chapitre. Dès qu'on voit une couverture de comics, on va s'arrêter là, ou peut-être en lire deux, bien le digérer, pour vraiment apprécier le récit. Peut-être que le fait que je l'ai lu d'une traite, ça m'a un peu pas gâché la lecture, mais je l'ai peut-être moins apprécié, moins dégusté. Puis le fait de lire en numérique, ça change. Surtout pour celui-là. Pour celui-là où il y a beaucoup de double pages, et à plusieurs reprises je me suis dit, mais surtout que j'avais touché je l'avais pas mal manipulé l'exemplaire en librairie. L'édition Toussaint Louverture ont vraiment fait un gros travail, parce que le papier, la couverture sont délicieuses à toucher. C'est un plaisir pour. Je crois qu'ils ont fait une édition de luxe en plus là récemment, mais j'ai pas plus vu. Mais je crois qu'ils ont fait une édition. Oups, j'ai encore cogné mon micro. Ils ont fait une édition un peu encore plus classe que celle qu'ils avaient faite de base. Ah bah, ouais, je vois pas comment ils peuvent faire mieux, mais c'est clair que. T'as la marque de chaque bic, tu sais. Et d'ailleurs, ouais, on l'abordait tout à l'heure, mais pour dire, j'étais persuadé que l'auteur était francophone, et juste elle avait refait chacune de ses planches en l'écrivant en français à côté, parce que ça se voit à peine que c'est eux qui ont traduit tout, qui ont reproduit. Le travail est nickel. Voilà. Je tenais à le ressouligner, parce que c'est fantastique.
J'aimerais bien le lire en VO, je pense que, enfin, je sais pas si ça change quelque chose, mais... Bonne question. Et à voir quand sortira le tome 2, parce que là, actuellement, ma question, après l'avoir lu, c'est est-ce que je m'achète, dès la fin du confinement, le tome 1, ou est-ce que j'attends X années pour m'acheter les 2 tomes dans une édition de luxe, genre le gros tome de moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ah, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Du coup, en effet, ils ont fait une édition de luxe, mais du coup, il y avait 3333 exemplaires, et c'est ouf. Je vous envoie ça dans le chat. Elle était à 70€. Est-ce que mais maintenant, c'est fini. Putain, quand je regarde. Est-ce que tu sais les différences qu'il y a entre le... Entre les deux, bah déjà, tu vois que la couverture, c'est une hardback. Et ouais, non. Après le reste... Oh, putain, la couverture. La couverture est incroyable. Et du coup, cette couverture me fait rappeler l'un des points négatifs du récit. À mon sens. Qui est... Ah bah vas-y. Alors, je vais peut-être choquer, mais c'est le personnage principal qui, du coup, Karen, qui a plusieurs reprises... Ouais. C'est peut-être le côté enfant qui, du coup, m'agace, mais... Bah, voilà, je l'ai trouvée un peu agaçante à certaines reprises. Là où j'ai été très touché par la mère, là où j'ai trouvé le personnage du frère Dizzy très intéressant, très complexe. Et c'est là que je me dis que peut-être un film ou une série, moi ce que j'aime c'est les monstres en animé, pourquoi pas, ce serait assez fantastique. Mais c'est vrai que Karen m'a un peu agacé, alors à voir dans le tome 2, parce que j'imagine que j'espère une petite ellipse pour qu'elle soit un peu plus appréciable. Mais ouais, ce personnage m'a un peu freiné à certaines reprises. Tu n'aimes pas les enfants, ça y est, c'est parti. Ouais, voilà. Le mec qui pose des... Non, moi j'ai trouvé vachement... Bah, on parlait des personnages, je trouve que vraiment les personnages, on dirait vraiment des... Ils sortent du récit, t'as l'impression que vraiment chaque personnage, quand tu dis qu'elle s'inspire de gens autour d'elle, ça m'étonne pas du tout. Enfin, il y a tellement de... Je pense même rien que l'espèce de Frankenstein là, qu'on voit vers la fin du récit. Ouais, Franklin, ouais, il y a tellement de trucs, ça fait vraiment vraie personne, entre guillemets, quoi. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi. Ouais, justement, je trouve que tous ces personnages sont très réalistes. C'est notamment pour ça que j'ai du mal avec Karen, parce que je vois vraiment une enfant dans son monde et qui peut paraître un peu agaçante pour son entourage. Mais oui, tous les personnages, notamment les plus sombres, sont bien écrits. Et c'est un truc à souligner aussi, c'est qu'on a des personnages très, très différents les uns les autres. Elle aborde tout un tas de personnalités, même des personnages dont on s'attendrait pas à découvrir dans le bouquin. Je pense à Monsieur Schutz, je crois. Ouais, voilà, c'est pas le genre de personnage qu'on voit tous les jours, que ce soit dans les comics, les mangas ou toutes sortes d'œuvres. Traité comme ça en plus. Ouais, et surtout un personnage qu'au début on pourrait penser un peu manichéen, et en fait qu'il l'est pas, enfin qu'il est un peu moins qu'on pourrait le croire, quoi. C'est vraiment, ce titre est vraiment génial. Putain, mais cette édition limitée, elle me moi fait aussi, trop envie. Maintenant là sur eBay doit être je sais pas combien. Mais... Les spéculateurs ont fait leur office sûrement. Oh, ça va, c'est pas grave. Ça reste correct. C'est le double. On l'achètera pas, mais c'est pas mal. C'est ça. Ouais. Ça me fait penser que... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je parlais de Black Hole, le titre dont j'ai parlé dans le Reco Comics cette semaine. Et je vais sur Vinted en parlant avec Jules, et je l'ai trouvé à 4€. Ah ouais. Avec une édition irréprochable, quoi. La meuf, elle la vendait à 4€. Alors qu'il est à 40 sur Amazon. Voilà. Bon bah, est-ce que du coup après le confinement, toi tu l'as acheté du coup, ou tu t'as gardé la version
que tu avais eu avec Cultura? Moi j'ai gardé la version que j'avais eue avec Cultura parce que c'était exactement la même que la version définitive en fait. Juste c'est marqué dessus ne peut pas être vendu, donc je suis obligée de le garder. Mais non, franchement je garde celui-là. Tu t'es sacrifié du coup pour si le tome 2 sort et qu'ils font une édition spéciale avec le Domain 2 un peu classe, peut-être que je le prendrai, mais sinon je pense pas que... Voilà. Je vais rester avec celle que j'ai. D'accord. Et toi, Masque? Oui, j'ai déjà répondu à cette question dans un sens, mais je vais y réfléchir. Je vais le laisser mûrir parce que c'est une lecture quand même assez récente, mais soit je joue un coup de poker et je l'achète dans quelques années dans une édition de luxe où les 2 tomes sont reliés. S'il n'y a que 2 tomes, je sais pas si ça a été précisé ça d'ailleurs, si ce sera qu'en 2 parties. Normalement c'est qu'en 2 parties, elle a vraiment l'air d'avoir prévu que deux parties. D'accord. Parce qu'après elle a annoncé vouloir se lancer dans d'autres histoires complètement différentes, donc à voir, à suivre. D'accord. Et on connaît le titre du 2e, est-ce que ça va être moi ce que je déteste, c'est les monstres? Je sais pas, je crois que c'est juste moi ce que j'aime c'est les monstres numéro 2 parce qu'à la base il me semble que c'était une seule grosse histoire, mais l'éditeur a juste dit bon on va peut-être la couper parce que justement c'est assez énorme. Donc à voir. Et on l'a pas dit, mais elle s'est fait refuser 48 fois son histoire. Il y a 48 éditeurs qui lui disent non. Ah non, ça c'est pas une bonne idée. C'est un peu la J.K. Rowling des comics du coup. C'est ça. Ça fait penser au mec qui a refusé les Pokémon aussi. Il a dit ah non, les Pokémon ça se fera. C'est ça. Donc moi aussi je pense que je le prendrai parce que c'est vraiment un titre qui m'a marqué. On l'a peut-être pas dit, mais c'est un titre qu'on mettra pas entre toutes les mains. Faut vraiment c'est pour ça que Faye n'était pas là. Ça touche des sujets un peu sensibles, notamment ça parle de cancer et de ce genre de choses. Donc si vous êtes un peu et même ça parle un peu de cul et tout, donc voilà, vous faites pas de lire à votre petit cousin de peut-être à partir de 12-13 ans quoi. Et avec quelques pincettes quoi. Ouais. Ouais. Voilà, j'attendais que Faye me réponde. Du coup, elle va revenir pour les petites recos. J'ai oublié de le dire à Beaumasque, mais j'espère qu'il va pouvoir improviser au dernier moment. Si tu as une recommandation culturelle du comics, pas du comics, tout ce que tu veux, n'importe quoi, BD, film, série télé, ce que tu as envie, même jeux vidéo. Est-ce que Diane, tu as pensé à une reco culturelle? Alors, ces derniers temps, je me suis remis aux Phoenix Wright qui sont disponibles sur Switch. Donc si vous avez une Switch, jetez-vous là-dessus. Et aussi Panini Comics a mis des comics à disposition pour 99 centimes. C'est plutôt cool. Voilà, c'est des e-books, hein, donc vous sortez pas, vous restez chez vous. Et voilà. D'accord. Moi, je vais me faire un peu de promo. J'ai sorti une petite vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, j'essaie de me remettre un peu aux vidéos après un moment de pause. Donc, j'ai sorti le 4e épisode de Roco Comics. Je vous recommande trois comics: Crossed, Black Hole et Blue Giant. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder ces petites vidéos. J'essaie de vous en préparer un prochain pour la semaine prochaine. Et je suis très content de vos nombreux retours. Vous êtes assez dithyrambique sur cette série vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Notamment celle qu'on a fait avec Diane. On a eu des super retours. Les gens sont très gentils. Ouais, merci beaucoup à vous. Et en reco, j'y ai même pas réfléchi, je suis très con. Je vais y réfléchir pendant que Beaumasque va nous donner la sienne, j'espère. Oui, t'inquiète. De toute façon, si je ne sais pas quoi recommander, je vais faire juste la promo de mon église. Alors, je vais même te faire 2 recos pour te dire. Déjà. Et parlons un peu de ce que tu fais aussi pendant que tu y es. Alors, je vais faire d'abord ma reco. Parce que je suis très mauvais pour me vendre. Du coup, je vais faire la promo de mon église, une série adaptée d'un manga. N'hésitez pas à aller, si vous avez sur Netflix, mater la série Jojo Bizarre Adventure, qui est un classique du manga et qui est juste formidable. C'est un concept inépuisable, supérieur à Doctor Who et tout ce que vous voulez. Voilà.
J'en ai parlé maintes fois dans l'émission. Bah voilà. Supérieur à Doctor Who, là, tu vas avoir des gens qui vont hurler. Il a raison, il a totalement raison. Qui vont hurler, qui vont découvrir Jojo et qui ensuite, comme moi à l'époque, vont dire ah ben oui, effectivement, vive Jojo, Saint Jojo, Dio est un dieu. Et Araki a tout inventé. Voilà, Araki est immortel, Araki est. Mais t'as toujours pas lu Jojo, Diane, mais... Non, ni lu ni vu, mais ouais, je sais pas, j'attends, je ne sais pas ce que j'attends, mais... Bah écoute, peut-être la je l'ai proposé à Noémie et elle a pas aimé après le premier arc qui est un peu compliqué. Après il y a différents arcs, ouais, c'est ça, c'est que le premier arc est un peu compliqué. Bah pareil, là j'ai commencé à pousser ma copine au bout d'un an à mater Jojo. Je l'avais prévenu, mate les 10 premiers épisodes en te disant c'est pas le meilleur arc. Et t'inquiète pas que le premier épisode du deuxième arc, Battle Tendency, va te convaincre que Jojo est une tuerie. Et bien sûr, le confinement est arrivé, du coup, elle n'a pas encore pu voir la deuxième partie, mais oui, c'est ça, c'est les 10 premiers épisodes, ou en tout cas la première partie en manga, est un peu compliquée, mais la suite, ça ne fait que s'améliorer. Avec le meilleur Jojo dans Battle Tendency. C'est ça, on est d'accord. Selon moi, Joseph Joestar, le meilleur de tous. On est d'accord. Je te fais un high five de très loin. Et deuxième recours rapide en comics, du coup, Spider-Man Life Story. Vous avez déjà fait un épisode dessus. Je ne peux que vous le recommander parce que c'est une tuerie. C'est vrai. Bagley, très très bon. Ouais. C'est qui au scénar déjà? Putain, j'ai zappé comme ça. Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, donc sur YouTube, tu parles de comics. Tu essaies de recommander des comics qui t'ont plu. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux... ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, vu la situation actuelle, je vais essayer de m'y remettre. J'ai écrit pas mal. Mais ouais, j'ai du coup une chaîne depuis je ne sais pas combien d'années où je parle de mes coups de cœur comics ou de sujets qui m'intéressent mais généralement ouais, je fais tout ce que j'ai lu récemment ou les prochaines grosses sorties parce que je suis un lecteur VO, donc je peux me permettre de temps en temps de dire voilà, cette série faut la suivre à tout prix. Ouais, principalement comics, pas trop adaptation, donc c'est principalement mes coups de cœur, qu'ils plaisent ou non. Je sais que The Fix a un peu divisé la critique, mais non, c'est toi qui m'avais donné envie de le lire et on en a parlé en bien. Ouais, j'avais écouté l'épisode, j'étais rassuré, mais je sais que certains me disent depuis oh là là que soit c'est une tuerie, soit c'est une déception. Et bah écoutez, faites-vous votre avis. Et achetez The Fix. Et lisez-le parce qu'il est vraiment bien. C'est ça. Malheureusement, du coup, moi j'ai petite news. Lisez-le, mais sachez qu'il y aura peut-être jamais de fin. Voilà. Ah merde. Ah, c'est dommage. J'ai l'impression d'après une petite recherche que Spencer et Steve Lieber se sont brouillés. Ah merde. Voilà. Ça arrive. Bon bah oui, ça arrive même au plus grand. C'est ça. Même au plus grand. Du coup, moi je vais vous parler de Kimitsu no Yaiba ou les rôdeurs de la nuit en français. C'est un manga assez sympa. Ça révolutionne pas le genre, donc ça vous parle de vampires, mais au Japon féodal, avec des samouraïs tueurs de vampires. Attends, c'est Demon Slayer. Ouais, d'accord. Ouais, okay. Mais ça, ils ont trop de noms dans ce truc. Parce que les bouquins avaient déjà une édition chez je sais plus qui. Il s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit. En japonais, ça s'appelle Kimitsu no Yaiba. Et du coup, en anglais. Et du coup, peut-être qu'ils l'ont réédité avec ce nom-là. C'est Demon Slayer. Et il y a un animé qui est sorti. Et l'animé est vraiment très bien. J'en ai vu que le début, mais c'était vraiment très très sympa. Ok. Et du coup, moi, j'ai rattrapé tout mon retard au niveau des scans. Et ça sent la fin. Hein. On arrive vers la fin, là. On arrive vers le centième chapitre. Ça sent la fin. Et moi, ça me fait plutôt plaisir parce que je me dis, ah merde, le mec va pas tirer son histoire en longueur pendant des années et des années. Bon, après, je sais pas, hein, parce que j'en suis que là. Ça se trouve, il va y avoir un twist et non, ça ne sera pas fini. Mais ça sent vraiment quand même la fin. Et vraiment, ce récit est trop bien. Encore une fois, ça révolutionne pas le shonen classique, mais c'est plutôt sympa. Avec l'idée, les pouvoirs, donc c'est des sabres avec des trucs élémentaires.
Je trouve ça plutôt cool. Les dessins sont vraiment sympas. Et cette histoire de démon vampire dans le Japon enfin, c'est pas vraiment le Japon qui commence à se moderniser. On est un peu, je crois, dans la même le même moment que Samurai Champloo, pour les gens qui auraient vu Samurai Champloo, où les étrangers commencent à arriver dans le Japon et ça commence à parler d'armes à feu, de ce genre de trucs. Donc ouais, moi je vous conseille vraiment ce manga qui est vraiment très très cool. Du coup je pensais que Faye reviendrait pour les recos, mais non, finalement je lui envoie des messages et elle ne me répond pas, c'est pas grave. Merci beaucoup à Momasque d'être venu discuter avec nous. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Merci Diane. Merci à vous. Merci à vous. Là, j'ai ma voix qui a bugué. Et toi aussi, tu reviens quand tu veux. Ouais. Si tu veux venir parler de Nightwing la semaine prochaine. Pourquoi pas. Avec Yanda, peut-être. Okay. Bon, j'ai lancé l'invitation, il a dit oui. Donc, a priori, ce sera avec Yanda. Je pense qu'il y avait personne d'autre pour parler de Nightwing. On ne pouvait que inviter Yanda. Je pense que Beaumasque sera d'accord avec moi. Oui, c'est logique. C'est un peu son dieu, donc... Ça me paraît logique. Donc, par curiosité, vous allez parler de quel arc de... On va parler du le truc l'intégral qui est ressorti là de Kyle Higgins, le New 52 là. Que moi j'avais trouvé plutôt cool. Mais tu n'as pas l'air d'accord avec moi. Non, je préfère le run de Tim Seeley, je crois, son nom durant Rebirth. Le post Grayson. Voilà, c'est ça. Ok. Et non, je crois qu'on parlera du truc d'Egg Sylvain, où on pourra évoquer un peu tout Nightwing avec Yanda. Il a la science infuse sur ce personnage. Et je te tiens à te dire, Diane, que si tu viens, tu n'as pas le droit de dire du mal de Nightwing. Attention. D'accord, très bien. Merci de nous avoir écoutés. Moi je vous donne rendez-vous comme je viens de vous le dire pour parler Nightwing la semaine prochaine. Continuez à zioter un peu la chaîne YouTube, il pourrait y avoir des trucs qui pop, on ne sait jamais. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez retrouver Diane sur son Instagram, on mettra dans la description si tu veux bien. Oui, bien sûr. Pour les gens qui voudraient aller la suivre. Pareil pour Beaumasque, on mettra tes réseaux sociaux, ta chaîne YouTube, tout ça, pour les gens à y cliquer et à y s'abonner. Mais merci beaucoup. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous voulez nous aider à un peu améliorer cette émission pour le prix d'un café, même si je pense qu'il y a d'autres. Mettez votre thune dans des trucs peut-être un peu plus importants dans ces temps de confinement, notamment pour les soignants et pour ce genre de trucs. Sinon, vous pourrez retrouver toute notre actualité sur notre site internet jamesfay.fr avec Geek en série, ciné blabla, tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des trucs de fin. Merci beaucoup encore une fois à Diane et à Beaumasque. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Salut. Bisous.